et bienvenue sur le site partagetonpain.com. On est parti pour 60 minutes contre la faim, en direct. Alors nous nous trouvons en fait dans les bureaux du sel, en région parisienne, à Bagneux plus précisément. C'est un web événement qui s'inscrit en fait dans une campagne de lutte contre la faim, menée déjà depuis plusieurs semaines par le sel. Et puis surtout en ce jour, en cette date, le 16 octobre, qui se trouve être un jour un peu emblématique sur la question, puisqu'il s'agit de la Journée mondiale de l'alimentation, décrétée par l'ONU, et aussi, alors de façon, je vous l'accorde, un peu plus anecdotique, mais en même temps très symbolique, Journée mondiale du pain. Alors il faut savoir qu'historiquement, le pain a été une part essentielle de la nourriture, et c'est peut-être tout simplement là qu'il faut trouver la raison de la juxtaposition de ces deux journées mondiales. Alors il peut sembler étonnant en fait qu'une journée mondiale de l'alimentation soit décrétée au XXIe siècle, déconcertant même d'imaginer nécessaire une campagne de lutte contre la faim. Et pourtant c'est bel et bien une réponse à une terrible réalité. Il faut savoir qu'actuellement, 805 millions de personnes souffrent de faim chronique dans le monde. Et cela représente une personne sur 9 qui ne mange pas à sa faim et qui ne reçoit pas en effet la nourriture dont elle a besoin pour mener une vie saine et active. La faim, la malnutrition constituent en fait le risque sanitaire mondial le plus important. Alors, nous allons prendre 60 minutes ensemble pour essayer de réfléchir à cette question, essayer de comprendre les enjeux, les difficultés nombreuses, bien sûr chercher des pistes d'action possibles. Et si nous allons le faire ensemble ici, dans ces locaux du sel, c'est parce que le sel est une ONG chrétienne. C'est véritablement l'une de ses spécificités. Et cela a bien sûr un certain nombre de conséquences. Alors cette foi en Jésus-Christ trouve ses racines en fait dans la Bible qui justement parle très clairement de toutes ces questions, questions de justice, questions de partage et donne des perspectives très fortes, très concrètes, précises sur le sujet. Il y a un texte dans la Bible, dans ce livre, qui justement porte cette campagne actuelle jusqu'à même donner le nom au site sur lequel nous nous trouvons actuellement. Et ce texte se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58. Je voudrais vous proposer d'entendre deux versets clés de ce chapitre. Le verset 7 qui dit « Partage ton pain avec celui qui a faim. Loge les pauvres qui n'ont pas de maison. Habille ceux qui n'ont pas de vêtements. Ne te détourne pas de celui qui est ton frère. » Et puis, un tout petit peu plus loin, au verset 10, « Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. » Il y a là une véritable interpellation, mais aussi des promesses. En tout cas, ce qu'il me semble, c'est que ce texte est là vraiment pour nous encourager à nous mettre en action, et c'est ce que nous aimerions faire. Et j'aimerais d'ailleurs vous mettre aussi, vous, en action en vous proposant de réagir pendant tout le déroulement de cette émission. Cette émission est véritablement la vôtre. Il y a un live chat qui se trouve sur l'écran sur lequel vous êtes en train de me regarder, tout simplement. Alors n'hésitez pas, réagissez, faites vos commentaires et puis surtout posez des questions. Nous aurons un long moment dans la deuxième partie de l'émission pour essayer, avec mes invités, d'y répondre. Et justement, je vais rejoindre mes deux premiers invités. Alors, il s'agit de Véronique Lavoué, qui est directrice des projets de développement au sein du sel. Bonjour Véronique. Bonjour. Et puis à côté, Marcel Janson, membre de la commission des projets de développement. Bonjour. Je vais commencer avec Véronique Lavoué. Pour peut-être commencer par quelque chose d'un peu évident, pour poser le problème, la problématique. La faim, c'est quoi véritablement ? Alors la faim, c'est cette petite douleur ou petite sensation désagréable qu'on a quand on n'a pas mangé depuis longtemps. Ça, c'est la définition qu'on connaît tous. Mais on est tous confrontés à ça de temps en temps. De temps en temps, peut-être là, vous êtes confrontés à ça, puisqu'il est déjà 7 heures. 19h10. Mais quand on parle de la faim dans le monde, on parle plutôt de sous-alimentation chronique, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas suffisamment à manger pendant une longue période. Ça, c'est la faim. Et puis... Alors, on parle aussi parfois de malnutrition, il me semble. Voilà, Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Alors, la sous-alimentation, c'est une forme de malnutrition, mais la malnutrition, ça peut aussi se rapporter à des carences, c'est-à-dire qu'on a
assez en manger en quantité, mais la qualité n'est pas là. On manque d'éléments qui sont indispensables, des vitamines par exemple, ou de minéraux qui sont indispensables au bon développement et à la croissance. On peut dire en quelque sorte que la faim, c'est juste un aspect de la malnutrition. Voilà, ouais. Alors, il vous arrive, Véronique, d'aller sur le terrain, il me semble, pour rencontrer vos partenaires, tout simplement, en Afrique en particulier. Concrètement, cette faim, elle se manifeste comment? Comment est-ce qu'on la voit? Comment est-ce qu'on se rend compte que quelqu'un est touché par la malnutrition? Un terme un petit peu technique, on parle d'insuffisance pondérale, c'est-à-dire des enfants qui sont en dessous de la courbe habituelle poids-taille, c'est-à-dire des enfants qui sont maigres. Par rapport à leur taille, ou bien des enfants qui présentent un retard de croissance, c'est-à-dire qui, par rapport à leur âge, sont plus petits que ce qu'ils devraient être. Voilà. Après, il y a des signes. Vraiment, les enfants atteints de malnutrition grave, des fois, ils peuvent avoir les cheveux décolorés, un petit peu rouges, ou alors un gros ventre en étant tout maigre. Ça, c'est les signes Ça habituels. se voit toujours que quelqu'un a faim? Ça se voit pas toujours, et on parle aussi de quelque chose qu'on appelle la faim invisible ou la faim cachée. Ou la malnutrition cachée. Ce sont ces carences, enfin, tout ce qui est lié aux carences alimentaires qui provoquent parfois des conséquences désastreuses et qui peuvent être durables. Par exemple, les carences en fer, l'anémie peut avoir entraîner une faiblesse, ou bien il y a des carences en vitamine A qui peuvent entraîner la cécité. Donc ça se voit pas toujours, mais c'est quand même bien présent. Alors vous avez parlé des enfants. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui est potentiellement plus fragile sur la question de la faim? Oui, bien sûr, les enfants, et on dit souvent que ce sont les 1000 jours de la vie d'un enfant qui sont les plus importants. Donc, à la fois les jours pendant la grossesse, et puis ensuite les 2 premières années de la vie. C'est là où les enfants sont les plus sensibles avec des répercussions par la suite, sans doute. Les carences peuvent avoir des effets même jusqu'à l'âge adulte. Alors, les bébés? Les bébés, les enfants, bien sûr. Les enfants plus largement. Les enfants plus largement, pendant toute la période où les enfants sont scolarisés. S'ils ont faim, ça diminue leur capacité d'apprentissage, ça diminue leur attention en classe. Ça fait qu'ils tombent souvent malades. Du coup, il y a pas mal d'absentéisme à l'école. Finalement, il y a plein de répercussions derrière. Il y a plein de répercussions, c'est ça, oui. Un enfant qui ne va pas aller à l'école tout son cursus scolaire, il va finalement faire un travail qui sera peut-être pas terrible après. Il va mal gagner sa vie, il va tomber dans la pauvreté. Puis ensuite, ses enfants à lui vont peut-être être malnutris aussi ou mal nourris. Et puis voilà, on est dans le cercle vicieux de la malnutrition et de la pauvreté. C'était ce que j'allais dire, on peut parler vraiment d'un cercle vicieux qui s'installe. Voilà, tout à fait. Alors, on a évoqué l'Afrique. Finalement, il y a un certain nombre de pays qui sont touchés actuellement par des conflits armés, par des guerres. Est-ce que justement, c'est une des raisons, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Oui, malheureusement, toutes les personnes qui vivent des situations de conflit, on voit ces déplacés sur les routes. On a beaucoup d'images sur nos écrans en ce moment, des gens qui quittent leur pays, qui vivent dans des camps ou qui sont sur la route. Et tous ces gens, ils ont juste leur baluchon. C'est sûr qu'ils ont souvent faim, les enfants comme les adultes. Et les besoins de nourriture dans ces cas sont presque sans limite. Tellement il y a de personnes en ce moment qui sont victimes de conflits. Et ça aggrave le problème, donc forcément. Bien sûr. Alors, j'évoquais le fait que vous alliez parfois sur le terrain, mais le restant du temps, vous êtes là, à Bagneux, dans les locaux du CEL. J'ai pu passer un petit peu de temps aujourd'hui avec vous et voir qu'il y a un certain nombre de personnes là qui sont actifs, qui travaillent. Est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion entre les deux? Est-ce que vous auriez une anecdote à raconter peut-être qui ramène la réalité de cette confrontation à la faim dans votre travail quotidien ici? Oui, c'est vrai que nous, on n'est pas sur le terrain, on est ici à Bagneux, mais on est en contact sans arrêt avec nos partenaires qui sont sur le terrain. Et bon, je peux vous raconter une petite anecdote. Un de nos partenaires travaille au Sénégal avec des enfants, des bébés victimes de malnutrition. Donc il y a une prise en charge des bébés et ils nous envoient régulièrement des photos des bébés qu'ils ont pris en charge. Et il y a une photo très typique d'un bébé qu'on a vu qui avait pris 200 grammes pendant les 4 premiers mois de sa vie. Donc ça fait vraiment pas grand-chose. Et la photo du bébé à l'arrivée, elle était juste presque pas possible à regarder. Insoutenable, et je ne vous la montrerai pas d'ailleurs. Mais c'est un choix, ça, justement. Oui, parce que voilà, moi je préfère vous montrer la photo du bébé quelques mois plus tard, après quand il a été pris en charge par ce centre de santé et comment, c'est un bébé qui sourit, sa maman sourit, il est presque potelé, enfin,
ces photos-là, j'ai envie de vous les montrer. Et ça m'arrive régulièrement d'appeler mes collègues pour leur dire « Ah, regarde comment il va bien ce bébé » et on se réjouit ensemble. Ouais, j'imagine, ça doit motiver et être un vrai encouragement pour vous. On est très privilégiés. Oui. Alors, je voudrais en profiter pour rappeler que vous pouvez interagir avec nous grâce au live chat. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à mettre un petit mot. Et puis vous aurez sans doute un certain nombre de questions à poser véritablement à nos invités. Faites-le. Nous aurons l'occasion, dans un deuxième temps, de leur poser directement. Alors, je vais me tourner maintenant vers Marcel Janson. Pour les internautes qui nous rejoignent peut-être maintenant, rappelez que vous êtes membre de la commission de projet de développement au sel. Oui, absolument. Et puis je crois que vous avez été longtemps agriculteur également. Oui, et puis j'ai une petite expérience africaine. Oui, dans une première vie. Voilà, dans le domaine de l'agriculture. Absolument, oui. Alors tout ça nous donne de comprendre que vous êtes un spécialiste en quelque sorte, que vous connaissez bien cette réalité-là. Je voudrais être très sincère. Je crois qu'on peut pas parler de ces questions de faim sans se poser la question du fait que est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est pas un problème qui nous dépasse totalement? Parce que on a parlé des conflits armés, mais j'imagine il y a moi je pense à la corruption, je pense à différents paramètres qui peuvent intervenir et qui peuvent nous donner l'impression que tout ça de toute façon on n'y peut rien. Et absolument, parce que quand on regarde le problème dans sa globalité, on se rend très bien compte que nous ne sommes peu de choses et que nos moyens, notamment au sel, sont infimes par rapport à l'importance des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui interagissent dans le problème de la pauvreté et de la faim dans le monde. Vous pouvez nous citer quelques exemples? Bien sûr, il y a tous les aléas climatiques que nous connaissons. Oui, nous savons, la France, nous sommes très liés avec les pays au sud du Sahara, et nous savons que très régulièrement, il y a des grandes sécheresses. Et que ces sécheresses ont plutôt tendance à s'accentuer avec le temps, réchauffement climatique expliquant le phénomène. Mais il y a aussi de grandes pluies excessives, des cataclysmes, des cyclones, des ouragans et que sais-je encore, qui font énormément de pauvreté derrière elles, parce que les terres fichent le camp, parce que les pluies sont excessives, donc les gens n'ont plus rien à manger. Alors quoi d'autre? La corruption, c'est une réalité? Alors la corruption, c'est évidemment une réalité. Le mépris des pauvres par les riches est une autre réalité. Alors c'est une réalité qui, entre les pays riches et pays pauvres, c'est évident, mais aussi au sein même des pays pauvres, les riches qui habitent en général dans les grandes villes et les capitales se fichent considérablement, la plupart du temps en tout cas, des gens qui vivent éloignés dans les campagnes, qui sont peu accessibles. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des tas de régions où les terres sont peu fertiles ou infertiles, et pourtant il y a du monde. Il y a du monde sur ces territoires-là. Une surpopulation peut-être Une surpopulation, une natalité galopante dans bien des cas, des populations qui doublent en 20 ou 25 ans. C'est très impressionnant quand on va dans ces petits villages de voir la quantité d'enfants que les femmes ont facilement 5, 6, 7, 8 enfants. C'est impressionnant. Voilà. Bon. Alors, maintenant, il y a aussi le déficit culturel dont on pourrait parler, l'attachement aux traditions, la peur des changements, la peur des changements, la peur des ancêtres, la soumission aux responsables traditionnels, aux chefs de village, etc. Donc, il y a tout ça qu'il faut lever comme difficulté, et ça, c'est très prégnant, on s'en rend compte. Mais alors, en gros, on peut ranger les caméras, ranger le décor, rentrer chez soi et puis se préoccuper de son quotidien, parce que j'ai l'impression que ça sert à rien. Donc. Si on voit les choses dans leur globalité, on se sent tout petit. Mais effectivement, quand on descend sur le terrain, on se rend compte qu'un peu partout, il y a des leaders. Et que si leaders, on se doit de les aider, parce qu'on apprend à les connaître, on apprend à les aimer. Et ils ont franchement besoin de nous, ils prennent toutes sortes d'initiatives. C'est extraordinaire quand nous revenons d'Afrique, et d'ailleurs aussi, mais nous travaillons surtout avec l'Afrique, de voir que bien souvent, ce sont les pauvres qui s'occupent des très pauvres. Ah oui, c'est étonnant ça. Et c'est étonnant, vrai, on pourrait croire que... c'est bouleversant à titre individuel, si vous voulez. Et donc, on ne peut pas... Et avec toutes sortes d'initiatives, que ce soit pour des orphelins, que ce soit pour des sourds, que ce soit pour des aveugles, que ce soit aussi pour des...
Voilà, quelqu'un qui a une idée et qui veut faire quelque chose pour son village, qui veut développer son village parce que les gens sont régulièrement soumis à la faim, à la sécheresse, etc. Et donc ils veulent faire, ils veulent réagir. Alors ça, c'est la part humaine, mais j'imagine qu'il y a aussi des techniques, des choses qui sont utilisées pour répondre aux problèmes. Alors, il est évident que moi qui suis agronome, j'ai des solutions pour... des propositions, en tout cas. Des propositions de solutions. Puis des choses que vous expérimentez avec vos partenaires. Bon, alors, une des choses qui est absolument incontournable, c'est l'enrichissement des terres en matière organique. Ouais. Ça, c'est la première des choses. C'est avec la matière organique qu'on rend les terres fertiles, donc il faut intégrer nourrir le sol en quelque sorte pour en faire un engrais végétal. Et ça, ça donne en 2 ou 3 ans des résultats souvent spectaculaires. La deuxième des choses qu'on peut faire et qui demande simplement un peu de travail et pas beaucoup de technicité, c'est de contenir l'eau quand elle tombe. C'est-à-dire éviter qu'elle parte directement dans la rivière et qu'elle entraîne avec elle la bonne terre, l'argile, la matière organique, etc. Tout ce qu'on a commencé à faire peut être perdu très vite en fait. En l'espace de quelques heures. Alors comment on fait ? On fait des digues ? On fait des diguettes, on fait ce qu'on appelle les ailes, c'est des tout petits croissants de terre qui permettent de conserver sur place de l'eau et de maintenir le sol, le bon sol, pour éviter qu'il parte dans les océans. Voilà. Et puis moi je suis très défenseur aussi de l'alliance de l'agriculture avec l'arbre. Je pense que les arbres peuvent nous apporter beaucoup. Quel type d'arbre ? Alors, si vous voulez, il y a des arbres, vous savez, la création est bien faite. Et il y a des arbres qui nous amènent à la fois de la matière organique et à la fois de l'azote. Or, l'azote, c'est l'engrais qui est le plus prisé par les plantes. Une plante qui n'a pas d'azote est une plante qui pousse jaune ou qui pousse pas du tout. Par contre, quand elle est bien verte, c'est qu'elle a de l'azote à consommer. Et donc, on peut, en plantant des arbres de la famille des légumineuses qui ont cette capacité justement à fournir par leurs feuilles, les feuilles qui tombent, de la matière organique et de la feuille, on arrive en quelques années à doubler facilement le rendement d'une terre agricole. Et c'est quoi ces arbres de la famille c'est la famille des acacias, par exemple. Voilà. Albizia, acacia, etc. On peut mettre des arbres fruitiers également ? Alors, les arbres fruitiers, on va plutôt les mettre en bordure du terrain cultivé ou à proximité du village. Mais on va aussi pouvoir faire des haies qui vont servir aussi à l'alimentation du bétail, par exemple. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on a parlé des leaders, d'individus qui se mettent en action. Véronique, justement, vous travaillez justement avec ces personnes-là sur le terrain. Alors, qui sont-ils ? Comment ça se passe très concrètement ? Voilà, alors nous, on travaille avec des organisations locales, des associations locales. Plus que des individus. Plus que des individus. Bon, les associations, de toute façon, elles sont faites d'individus. Voilà. Mais et elles ont pas juste une personne en général. Mais Non, c'est souvent plusieurs personnes qui se mettent ensemble parce qu'ils ont vraiment à cœur de travailler pour la communauté dans laquelle ils vivent. Donc, parfois, c'est des pasteurs, parfois, ce sont des agriculteurs ou ou alors des gens qui ont été bien formés, mais qui veulent vraiment mettre leurs connaissances au service de la communauté. Vous travaillez juste avec des organisations chrétiennes, en tant qu'organisation chrétienne vous-même ? Oui, parce que, le travail qu'ils font, il y a la petite dimension de plus qui fait la différence, le fait que ils le font parce qu'ils sont au service de notre Dieu et puis il y a des valeurs chrétiennes auxquelles on est très attachés. Oui, j'imagine très bien. Si je comprends bien, l'objectif qui est là derrière en luttant contre la faim n'est pas simplement de fournir un repas. Parce que tout à l'heure, vous évoquiez le cercle vicieux qui s'installe avec toutes les conséquences. Vous intervenez dans ces domaines-là aussi ? Oui, le repas est important quand même. Pas mal de nos partenaires mettent en place des cantines scolaires ou préscolaires pour les enfants les plus vulnérables de la communauté dans laquelle ils vivent. Donc ça, c'est important. Il faut le faire. C'est la base, en quelque sorte. C'est la base. Mais en général, dans ces cantines, les enfants ne font pas qu'y manger. Ils n'arrivent pas comme ça à midi, ils partent à midi 10. Ils y apprennent pourquoi tel type d'aliment est important, qu'il faut se laver les mains avant de manger, comment les maladies se transmettent par les mains sales. C'est presque des centres de vie et d'éducation, en quelque sorte. Ils apprennent plein de choses, voilà, c'est ça. Ils apprennent aussi, c'est un lieu aussi de rencontre avec les familles, avec les parents. Alors, j'allais dire ça, est-ce qu'il y a des conséquences après, des répercussions dans les familles, dans les villages ? Oui, très souvent, parce que souvent c'est l'occasion de parler aux mamans, c'est l'occasion aussi, on a des partenaires qui ont aussi commencé un petit potager avec les enfants. Alors certes, les enfants de temps en temps mangent les légumes, mais ça suffit pas. Mais les enfants apprennent à
à cultiver des légumes que peut-être ils n'auraient pas cultivés chez eux. Ils apprennent à le faire et c'est des petites choses qu'ils peuvent faire aussi en famille après. Vous travaillez avec des organisations chrétiennes. Est-ce que la foi est enseignée aussi dans ces lieux? Comment ça se passe aussi sur ces questions-là? Oui, des choses toutes simples. Hein. On prie avant le repas. Ouais. On dit merci à Dieu. Les enfants sont en contact avec l'Évangile. Il n'y a pas du forcing, il n'y a pas... Mais il y a des histoires qui sont racontées. On fête Noël. On leur enseigne l'Évangile. Calmement. C'est presque en famille, mais ça se fait. Et les parents des enfants viennent aussi pour la fête de Noël. Ouais. Ça leur permet d'entendre l'Évangile et d'apprendre à connaître Dieu un petit peu plus. Je vais me retourner vers Marcel en vous posant une question par rapport à un chiffre que j'ai pu lire en préparant cette émission. Il paraît que 70% des personnes qui souffrent de la faim sont des agriculteurs. Ça peut sembler complètement paradoxal pour quelqu'un qui ne connaît pas la question, puisqu'on se dit, s'ils cultivent des choses, ils ont naturellement de quoi manger. Oui, c'est assez compliqué. C'est difficile à comprendre, mais il faut savoir que la plupart de ces agriculteurs sont dans des zones reculées. Ouais. Ces zones ne sont pas forcément desservies par des routes et sont loin des ports et sont loin des grandes villes. Et donc c'est là qu'on rencontre un maximum de paysans et... Comme je le disais plus tôt, c'est souvent dans des zones qui sont défavorisées sur le plan de la fertilité des sols et sur le plan de la capacité à exporter de la nourriture vers d'autres zones. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a une forme de concurrence qui s'installe parfois aussi avec des pays plus riches Alors, c'est évident que ces pays pauvres sont en concurrence directe avec les pays développés qui ont du pétrole pas cher, ouais, comme les pays occidentaux, et qui peuvent fournir des quantités phénoménales de céréales, riz, maïs, blé, etc., à tous ces pays du Sud, à des prix défiant toute concurrence. Oui. Et donc, ces produits arrivent en concurrence directe avec ce que est capable de produire un paysan en Afrique, par exemple, et le prix que réclame le paysan pour survivre doit être bien supérieur au prix où arrivent les denrées alimentaires provenant de l'Occident. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller à l'encontre de ça? Il y a des solutions aussi là? Oula, alors là, vous me posez une question qui me dépasse un petit peu, mais il est évident que la chose à faire, c'est de faire prendre conscience aux pays occidentaux que voilà, c'est bien, oui, d'aider ponctuellement, mais de les fidéliser à un apport considérable sur un long laps de temps, ça ne sert pas les populations villageoises. Bien sûr, mais par rapport aux agriculteurs eux-mêmes... Les agriculteurs, on peut intensifier leurs problèmes, ouais, on peut intensifier leur production, on peut intensifier les petits élevages, on peut, ouais, intensifier les productions maraîchères, on peut développer aussi l'irrigation. Oui. Y a plein de choses à faire qui permettent, ouais, de les faire progresser dans des... Et ça fait partie justement des projets qui sont mis en place par vos partenaires en aidant des agriculteurs, Nos partenaires nous réclament des choses qui sont quelquefois très variées. Ça va de l'élevage à la maîtrise de l'irrigation, à la maîtrise, à l'adoption de semences sélectionnées. Ouais. On a plein de projets. C'est extrêmement varié, en fait. C'est extrêmement varié. Ouais. Et ça dépend beaucoup du partenaire, de la zone dans laquelle il est, de l'équipe avec laquelle il travaille, de ses capacités personnelles ou les capacités du groupe. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui nous réclament aussi des possibilités pour planter des arbres. Ça commence à venir, ça. Oui, alors, en préparant cette émission, vous m'avez parlé d'une situation de quelqu'un qui avait planté une haie extraordinaire avec je ne sais plus combien d'arbres, mais ça m'a marqué. Par exemple, là, il y a quelque temps, j'étais aux Républiques démocratiques du Congo, oui, et je suis tombé sur un projet où ils avaient en pépinière quelque chose comme 13 000 petits plants d'arbres, oui, voilà, à planter dans l'année. C'est extraordinaire. Il y avait 3 000 arbres fruitiers, il y avait donc des albizia et des acacias, il y avait... Enfin, c'était parti. Ouais. Et tout ça à partir d'une initiative, une personne ou une petite équipe. Une personne qui a rassemblé des groupements paysans avec des jeunes, beaucoup de jeunes,
Et je pense que c'est parti. Ouais, c'est extrêmement encourageant en même temps. Très encourageant. Je suis revenu très optimiste de ce petit projet. Merci à vous deux. Je vous retrouverai tout à l'heure pour aller plus loin avec les questions des internautes. Justement, je voudrais profiter là encore pour vous encourager à live chatter, réagir et puis poser vos questions. J'imagine avec tout ce qui est dit, là, il y a des choses qui doivent vous interpeller, peut-être des précisions que vous souhaitez. N'hésitez pas, on prendra ce temps-là en deuxième partie d'émission. En introduction, je précisais aussi que cette émission venait en quelque sorte conclure toute une mobilisation qui a commencé déjà depuis un certain nombre de semaines. Pendant tout l'été, il y a eu des web-concerts. Vous avez peut-être vu aussi des bread filles, ces photos prises avec des morceaux de pain. Enfin, je voudrais vous proposer de revoir tout ça en images, de prendre un petit break là, histoire de faire un flashback sur cette mobilisation de l'été. Franck veut changer le monde. Il a décidé d'agir. Il a pris conscience qu'il peut aider des enfants malnutris au Tchad. C'est pour ça qu'il a partagé un bread-fille pour informer et mobiliser ses amis sur la situation. Un bread-fille, c'est un selfie, mais avec un pain. Pourquoi un pain? Parce qu'en France, on aime ça. Et surtout, c'est qu'on veut donner un coup de pain à la mort. Je n'ai pas d'amour, je ne suis rien sans. Quand j'en prends conscience en y réfléchissant, j'ai prié du fond de ma détresse vers toi, Seigneur, j'ai crié et tu m'as répondu. Le juste vivra grâce à sa foi. C'est bien sympa de revoir tout ça, de revoir ces images. Ça vous rappelle peut-être quelques souvenirs de moments passés devant votre écran pendant un web-concert, par exemple. Une jolie initiative, je trouve, moi, de la part du CEL. Alors, justement, j'ai à côté de moi une des personnes qui est à la base de cette idée, Nathalie Dobozy. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Alors Nathalie, vous êtes la responsable marketing et communication du CEL, en fait d'un petit groupe là qui réfléchit à comment sensibiliser les gens sur ces questions-là. C'est bien ça? Tout à fait, c'est absolument mon rôle. Alors je voudrais vous poser une question qui va peut-être sembler toute bête, mais pourquoi avoir choisi de faire ça? Et puis peut-être aussi préciser pourquoi en cette période-là, cet été 2014. Alors pourquoi y a-t-il toujours un pourquoi à tout? Non, je plaisante. Effectivement, on a souhaité mener ce projet pour une raison tout à fait concrète et précise, puisque nous avions 3 projets de développement pour lesquels nous avions besoin de trouver des financements et donc des donateurs. Et donc pour ces 3 projets de développement, ces projets de soutien alimentaire, nous avions besoin de trouver près de 300 personnes qui s'engagent et qui nous rejoignent pour les soutenir. Vous pouvez nous parler de ces projets rapidement? Oui, il s'agissait en fait de trois projets. Donc l'un de ceux il concerne les enfants malnutris au Tchad, donc le projet que nous avons appelé Kélo. Celui qu'on a vu le plus. Voilà, celui qu'on a vu le plus sur partagetonpain.com. Voilà. Et puis ensuite 2 écoles d'enfants sourds, l'une au Sénégal et l'autre au Togo. D'accord. Alors, mais ça, c'était effectivement le besoin que nous avions, mais nous avons souhaité aussi prendre le temps de parler de cette problématique qu'est la faim. C'est sûr, c'est quelque chose de dramatique, de difficile, mais je pense qu'en parlant, en expliquant les choses, et donc avec mes collègues de l'équipe projet de développement, on a voulu donner différents éléments d'information, et je pense que beaucoup des personnes qui nous regardent ont dû recevoir force email. On a monté un parcours avec 7 bonnes raisons de partager son pain, voilà, pour essayer peut-être de dédramatiser et de mieux rentrer dans cette problématique. Donc c'était une action de sensibilisation, d'information. Et pourquoi cet été ?
Alors pourquoi cet été? Pourquoi pas. C'est vrai qu'a priori l'été n'est pas forcément la période la plus propice peut-être pour parler d'un sujet aussi lourd et difficile. Pourquoi? Parce que nous avons voulu nous entourer aussi d'artistes et ils ont été vraiment très nombreux à nous rejoindre et il nous semblait que voilà, parler de cette problématique au travers de concerts, en ayant aussi un moment de convivialité, c'était aussi peut-être une bonne façon de ne pas dramatiser et de proposer quelque chose qui soit recevable, qui soit écoutable par l'ensemble des gens qui nous regardent. Et ça permettait d'arriver jusqu'à cette date du 16 octobre. Absolument. Nous avons commencé aux alentours de la fête de la musique au mois de juin et nous arrivons jusqu'à aujourd'hui, donc la journée mondiale de l'alimentation. Alors, vous évoquiez l'idée de dédramatiser finalement tout ça. Ce qui ressort pour moi de la communication du sel, c'est une volonté peut-être justement d'aller vers une proposition positive d'action et même des images positives de tout ça. Absolument. Je pense que vis-à-vis des personnes dont nous parlons, vis-à-vis donc des enfants qui souffrent de la faim, de leur famille, je crois qu'il n'est pas du tout nécessaire de vous montrer ces images dont a parlé d'ailleurs Véronique Lavoué tout à l'heure, qui sont difficiles, qui sont insoutenables. Et nous avons vraiment cette volonté au niveau du sel de ne pas proposer des choses qui puissent culpabiliser, qui puissent déranger, mais au contraire d'être positif et de montrer qu'ensemble, que ce soit ici et là-bas, on peut vraiment faire des choses. Et ce fameux coup de poing à la mort que nous avons voulu imaginer dans cette campagne. Aussi qui accompagnaient ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez redire ce qu'est un bread fee? Parce que je suis sûr qu'il y a Alors un des bread gens fee, là comme le dit une petite vidéo, c'est un selfie avec un pain. Voilà. Alors il y en a même eu qui sont arrivés encore Absolument. On a reçu aujourd'hui un bread fee tout à fait incroyable avec une tranche de pain derrière des lunettes et un couteau. Bon voilà. Chacun a pu mettre en place sa créativité et je pense a pu agir. Ce qu'on souhaitait faire, c'était effectivement bien sûr proposer de nous rejoindre par un soutien financier, mais aussi proposer de nous rejoindre simplement en se levant et en disant autour de soi: la faim n'est pas une fatalité et chacun de nous peut faire quelque chose. Voilà, c'est une façon de nous aider aussi. Alors moi, j'ai tout simplement envie de vous remercier, Nathalie, votre équipe, tous ceux qui travaillent ici au sein du sel, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement chouette et je crois que je me fais le porte-parole de beaucoup qui pensent cela. Il y a aussi sans doute des gens que vous voulez vous-même remercier. Alors absolument, je pense que toute cette campagne n'aurait pas pu porter le fruit qu'elle a porté si tous les artistes, et vraiment ils ont été nombreux, dont Jean-Luc Gadreau, nous ont rejoints, ont accepté vraiment de se mettre derrière une caméra, de jouer le jeu. Toutes les personnes qui ont fait leur bread fee, c'était vraiment intéressant. Et puis toutes les équipes techniques aussi, avec notre partenaire Progressif Média. Voilà, je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait tous ensemble et c'est vraiment quelque chose de très sympathique de vivre ça. Alors vous parliez des gens qui ont fait des bread fee, ceux qui se sont engagés pour ces projets. Justement, ce serait peut-être le moment de donner peut-être des chiffres. Est-ce que vous avez atteint les objectifs qui étaient les vôtres au début de cette campagne ? Alors, pas tout à fait. Nous avions 3 projets à financer. Donc, l'un des projets a été financé assez facilement, assez rapidement, donc par nos outils classiques de communication. Pour ce qui concerne donc, le projet des enfants malnutris, 1 kilo. Donc, nous avons eu beaucoup de promesses d'engagement, un petit peu plus que ce que nous attendions. Par contre, il est vrai que les engagements sont pas toujours, les demandes de soutien ne sont pas toujours effectives. Donc, on a besoin de continuer en fait à recueillir des... aller au bout des promesses d'engagement. Voilà. Et puis, il y a un 3e projet qui est en cours de recherche de donateurs, donc qui est notamment proposé par l'intermédiaire de nos délégués dans les églises. Et voilà, je vous invite vraiment, si vous avez un délégué dans votre église, à aller lui en parler. De toute façon, je pense qu'il viendra vous en parler. Et là, donc, nous recherchons encore environ 80 personnes pour soutenir ce projet. Donc, c'est le moment encore de se mobiliser, de s'engager. Absolument. Comment on fait ? Alors, comment on fait? Pour ceux qui nous regardent, il y a un petit bouton « Je soutiens les enfants de Kélo ». Vous l'avez juste en dessous du live chat. Si vous avez à cœur de nous rejoindre, ça peut être le moment là. Ça peut être le moment. Des fois, il ne faut pas remettre à plus tard et vraiment réagir sur le moment. Bon voilà, en tout cas, c'est un encouragement que nous vous faisons bien sûr. J'ai demandé tout à l'heure à Véronique Lavoué une anecdote sur son vécu ici dans les bureaux. Pendant cette campagne, est-ce que vous-même, vous auriez quelque chose à partager avec tous ceux qui nous suivent là? Alors oui, il y a eu un petit moment très sympathique lors d'un web concert où en fait une famille nous a écrit et nous a dit, ben voilà, nous on a eu à cœur avec nos
3 ou 4 enfants, je ne sais plus, de suivre un web-concert pendant le dîner. Donc pendant que nous dînions, nous écoutions cet artiste chanter et puis raconter pourquoi il faut soutenir. Et ça a été pour eux l'occasion de sensibiliser leurs propres enfants à cette problématique qui est la faim, et en même temps de décider ensemble de soutenir un projet pour les enfants malnutris du Tchad. Donc voilà, je trouve que c'est un moment sympathique, c'est un moment qui nous encourage, en tout cas, de voir que parents, enfants, ensemble, ont à cœur d'agir. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre les questions qui arrivent, sont arrivées, arrivent et vont arriver encore sur le live chat, je vous encourage encore à continuer. Je voudrais profiter de ce moment-là pour rappeler quand même quelques chiffres, parce qu'ils parlent d'eux-mêmes, ils sont importants, il me semble, pour pouvoir prendre conscience quand même de l'ampleur des besoins qui sont là. Un premier chiffre qui a été évoqué dès le début de l'émission, c'est ces 805 millions de personnes qui souffrent de la faim. Un chiffre finalement qui peut sembler magistral, gigantesque, faire peur d'une certaine façon, mais qui est, et vous ne vous en doutez peut-être pas, aussi une bonne nouvelle, parce qu'il nous montre que la faim recule finalement. 100 millions de moins qu'il y a 10 ans et 209 millions de moins qu'il y a 20 ans. Alors ça redonne de l'espérance. Mais il faut être concret aussi. Dans le même temps, c'est plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent encore chaque année des suites de carences alimentaires. 250 millions d'enfants qui souffrent de carences en vitamine A, nous l'évoquions tout à l'heure, avec derrière des risques de cécité importants. Sans oublier aussi qu'un retard de croissance dans les premières années de la vie engendre une perte de revenus d'environ 20% à l'âge adulte, avec toutes les conséquences que cela a. Et puis, pour parler de l'Afrique subsaharienne plus précisément, plus d'une personne sur 4 reste chroniquement sous-alimentée et 23 millions d'enfants vont à l'école en ayant le ventre vide. Des chiffres donc qui nous montrent que la faim n'est pas une fatalité, il y a de l'espérance et cela peut nous motiver à continuer à aller de l'avant, mais justement il y a énormément de choses encore à faire. Alors tout simplement, on voudrait vous encourager à nous rejoindre dans ce mouvement, à vous aussi vous mobiliser. C'est encore possible, il n'est pas trop tard et vous pouvez le faire dès maintenant, même pendant cette émission. Alors comme promis, Nathalie, je vous propose de rejoindre Véronique et Marcel. Nous allons continuer ensemble en échangeant, en discutant autour de tout ce que nous venons de partager déjà, et puis prendre un certain nombre de questions qui sont déjà arrivées. Alors j'ai vu l'une des questions là pendant que la vidéo passait qui disait qui demandait s'il y a, selon vous, Marcel, une solution de préférence pour lutter contre la faim. Voilà. On est un peu à la maison. C'est le cas de le dire dans les bureaux du CEL. Marcel. Il n'y a jamais une solution. Il y a des solutions qui doivent être adaptées aux multitudes de situations. Il y a des zones où il pleut beaucoup, il y a des zones où il y a la sécheresse. Eh oui. Vous l'évoquiez tout à l'heure dans les risques liés au climat. Les méthodes ne sont pas les mêmes, les techniques ne sont pas les mêmes. Il y a des zones où il y a encore des arbres et de la forêt, il y a des zones où il n'y a plus d'arbres ni forêt. Donc un vrai besoin d'adaptation. Il y a un vrai besoin d'adaptation et je pense que justement on se doit de s'appuyer sur des leaders locaux qui connaissent le terrain. Nous ne pouvons pas nous-mêmes, vu de Paris, maîtriser tous ces problèmes-là et trouver la bonne solution partout. Le CEL n'arrive pas avec des solutions clés en main comme ça. On arrive quelquefois avec des conseils parce qu'on circule, on a l'habitude de regarder ces projets, d'aller les visiter. Donc l'expérience de l'un peut profiter à l'autre. On a accès aussi à des documents, à des spécialistes aussi auxquels ils n'ont pas accès. Et donc, on peut être aussi des conseillers quelque part. Mais c'est souvent eux qui nous orientent vers l'une ou l'autre voie. Véronique, est-ce que vous pourriez rappeler ce qui a été un peu évoqué au début, mais peut-être le développer davantage, les différences entre faim, malnutrition, sous-nutrition, enfin, il y a plusieurs termes qui ont été utilisés. Ce serait peut-être bien de le redire à nouveau et de donner quelques éléments. Oui, donc la faim, c'est plutôt cette sensation, la sensation de faim. La malnutrition, ça regroupe tout plein de choses, dont la sous-nutrition, c'est-à-dire quand on n'a pas assez à manger, c'est une forme de malnutrition, ou bien tout ce qui est lié aux carences alimentaires.
Quand on manque d'un micro-élément, du vitamine ou de minéraux ou d'oligo-éléments, ça c'est les carences. Et puis il y a aussi quand on mange trop, la surnutrition, c'est aussi une forme de malnutrition. J'ai d'ailleurs vu que cette journée aujourd'hui, l'accent était mis sur les problèmes de gaspillage autour de cette journée mondiale de l'alimentation. C'est aussi des choses qui existent. C'est important d'en prendre conscience, en effet. C'est des fois là que ça commence à notre niveau, sans doute. Une autre question, alors je les prends au fur et à mesure qu'on nous les apporte. Merci à tous ceux qui travaillent de l'autre côté des caméras. Est-ce qu'il existe, alors peut-être Marcel ou Véronique, vous voyez qui veut répondre, un pays qui s'en est déjà réellement sorti grâce aux aides des pays occidentaux, ou bien le problème de la faim est-il réellement insurmontable ? Je pense que le problème de la faim n'est pas totalement insurmontable. Il y a des pays dont la situation s'est considérablement améliorée. Lesquels ? Par exemple, l'Inde. L'Inde. Il y a eu une révolution agricole en Inde qui devient aujourd'hui exportatrice malgré ses 1,2 milliard d'habitants, ou peut-être 1,3 milliard d'habitants. Donc il y a eu un réel progrès. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ce progrès soit durable. C'est ça. Bon. Alors maintenant, que l'Occident aide, oui. Que l'Occident puisse régler tous les problèmes, non. Mais je vois dans certaines techniques, l'Occident est très utile. Je prends par exemple le problème de la mosaïque certaines maladies qui touchent certaines plantes. Eh bien, grâce à la recherche, on trouve des plantes résistantes. Des problèmes de rouille, des problèmes, etc. Bon, donc c'est très intéressant, des problèmes de sélection. Les poulets sélectionnés de l'Occident sont très utiles dans un pays pauvre, parce que avec peu d'aliments, on arrive à faire beaucoup de viande ou beaucoup d'œufs. Donc l'Occident aide aussi dans ces problèmes-là. Alors là, je m'adresse peut-être plus à Nathalie et à Véronique. Une personne dit, vous qui êtes engagés en travaillant au sel, est-ce qu'il vous arrive personnellement d'être vraiment découragé en pensant que vos actions sont juste une goutte d'eau et que finalement... Moi, je pense qu'on peut dire oui. On peut dire oui, effectivement. C'est pas, tout n'est pas gagné et on n'est pas toujours au sommet en disant c'est génial, c'est formidable. Par contre, je crois que ce qui nous remotive, ce qui nous rebooste, mais vraiment de façon assez incroyable, ce sont justement nos partenaires. Quand on voit cet engagement qu'ils ont, et je pense que Véronique en parlerait mieux que moi, quand on voit cet engagement qu'ils ont, cette foi prête à déplacer les montagnes, cet amour qu'ils ont pour les plus démunis, on se reprend un petit coup de boost et on se dit allez, on baisse pas les bras. Et puis je crois que toutes les personnes qui nous soutiennent sont toujours aussi un formidable encouragement. Enfin, quand on lance un appel, qu'on a vraiment un besoin de fonds et qu'on voit les gens venir vers nous, c'est aussi quelque chose qui nous booste. Je peux raconter une anecdote à ce niveau-là. Bien sûr. Je discutais avec un pasteur qui avait un projet de développement sur 3 villages absolument pas chrétien. Et puis je lui dis, tu charries quand même, t'exagères de gaspiller l'argent des chrétiens à des gens qui ne sont pas chrétiens, comme ça, vous voyez. Bon, alors il me dit, mais Marcel, il m'a regardé. On ne fera pas de commentaires. Non, mais c'était une provocation, bien évidemment. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, mais Marcel, si tu connaissais la joie que j'ai dans mon cœur, j'ai envie de la leur transmettre. Alors, moi, j'ai envie de réagir aussi à ce que vous dites. Là, c'est ma question à moi. Par rapport à ça, est-ce que parfois, on vous propose des projets qui vous semblent complètement fous, des partenaires qui vous disent, voilà, on a envie de faire ceci ou cela, et que ça vous semble complètement dingue, impossible, et puis finalement, dans lequel vous vous impliquez au bout d'un moment, ou pas des projets complètement fous, pas très souvent en fait. Nos partenaires sont des gens très raisonnables, très réalistes, du terrain. Justement, ils sont vraiment dans le concret des situations. Ils connaissent bien les communautés dans lesquelles ils vivent, et du coup, leurs projets souvent répondent vraiment aux besoins des populations. Et c'est souvent des projets qu'ils ont construits avec le village, par exemple, où ils habitent, où ils se rassemblent et disent, on a tel problème, on va faire quoi ?
Et à ce moment-là, le projet, il n'est pas fou. Le projet, il a été construit. Il a été réfléchi par l'ensemble de la population. Et du coup, nous, on le trouve super. Et bon, c'est vrai que des fois, on travaille avec eux. La pertinence des réajustements. Mais souvent, les projets qui sont conçus comme ça par les bénéficiaires finaux, les bénéficiaires locaux des projets, ils sont raisonnables et ils sont adaptés. Donc, on n'a pas trop de projets fous. Nathalie ? Alors moi, je voudrais juste intervenir pour demander à Véronique de nous raconter une histoire un peu folle, elle, par contre, qui est l'histoire de la partenaire qui... Celle de Harlive ? Voilà. Je pense que cette histoire, il serait intéressant de pouvoir la partager là, avec un peu fou. Je vous écoute. C'était un peu fou, c'est vrai. À Madagascar, donc une de nos partenaires avait une boulangerie dans laquelle elle fabriquait du pain. Journée mondiale du pain. Voilà, pour renouer avec le pain. Et les invendus, ou le pain sec, les ratés, les cassés, elle les mettait à la poubelle, poubelle. Et elle s'est rendue compte que plein d'enfants de son quartier venaient s'arracher et récupérer tous ces bouts de pain qui traînaient dans sa poubelle. Mais finalement, elle a fait quelque chose de complètement fou. Elle a tout arrêté, sa boulangerie, et elle a ouvert une cantine dans ce quartier pour les enfants. C'est une cantine qui, ça fait plus de 10 ans qu'elle a commencé ce projet. Et ça continue encore, et ça rend vraiment service à toutes les familles de ce quartier. C'est magnifique. Ouais, c'est formidable. Il y a combien... Alors ça, c'est une question qui est arrivée. Combien de projets de lutte contre la faim sont menés actuellement Alors au niveau des projets vraiment de soutien alimentaire, donc les projets de cantine scolaire, de réhabilitation nutritionnelle, tous les projets qui s'occupent vraiment de l'alimentation des enfants ou des personnes vulnérables, je crois qu'en ce moment, on en a 38 dans 12 pays, si je ne fais pas d'erreur. Voilà, 38, ça fait à peu près 3000 enfants qui sont pris en charge de façon régulière. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose que se posent certains des internautes qui regardent. On connaît aussi le CEL avec les parrainages d'enfants. Ce sont des chiffres qui s'ajoutent aussi dans ces enfants bien sûr. accompagnés. Il y a plus de 8000 enfants qui bénéficient du parrainage en ce moment. D'accord. Avec des parrains en France. Donc, merci aussi si vous nous écoutez. Et c'est vrai que dans les programmes de parrainage, les enfants bénéficient aussi d'un soutien alimentaire. C'est un des aspects du parrainage. Donc des fois, il y a des rapprochements qui se font en fait entre différents projets. Oui. La malnutrition n'est-elle pas liée au problème du manque d'eau, avec la question des eaux insalubres, d'infections, etc. C'est évident. Si j'avais, en théorie, à mener une action de développement dans une région, personnellement, mais en général, c'est souvent par là que ça passe. La première des choses, c'est la qualité de l'eau. Si vous avez une eau de qualité, vous n'avez plus de parasites dans l'intestin, vous avez des enfants en bonne santé, vous avez des adultes en bonne santé qui ont un meilleur rendement au travail. Si en plus, c'est la phase d'après, vous mettez des latrines, c'est-à-dire que vous évitez les contagions par les mouches, etc. Nous travaillons beaucoup dans ce domaine. Nos partenaires nous sollicitent beaucoup pour ce genre de choses. Vous surajoutez donc des latrines. Vous faites encore un gros progrès. Si, en plus, vous améliorez la qualité de la nourriture, c'est-à-dire que vous introduisez des protéines végétales, vous introduisez des vitamines, etc., eh bien, alors là, vous avez des gens en bonne santé, vous avez des femmes qui font des beaux enfants, vous avez des gens qui travaillent bien dans les champs, surtout les femmes, entendez-vous, moi. Mais voilà. Marcel, la question, justement, par rapport aux femmes, tout ça, comment ça se passe les femmes, c'est des vecteurs majeurs du développement. On dit toujours que l'Afrique ne se développera que grâce aux femmes, et c'est très vrai, parce qu'elles représentent la stabilité de la famille, et elles sont de grandes travailleuses. En règle générale, elles travaillent énormément. Elles font un enfant tous les 2 ans, elles travaillent dans les champs, elles vont chercher le bois dans la forêt qui est quelquefois à plusieurs kilomètres. Elles vont chercher l'eau qui est quelquefois à plusieurs kilomètres. Elles font beaucoup de choses. Et ensuite, elles font aussi un petit commerce. Elles vont au marché avec les 3 babioles qu'elles ont à vendre. Elles travaillent énormément. Vive les femmes. Le CEL travaille-t-il en étroite collaboration avec d'autres organismes, chrétiens ou laïcs, ou chacun travaille-t-il pour sa propre paroisse sans avoir une vision plus globale ? Qui veut répondre à cela ? Véronique ? Nathalie ? Ça dépend de quel plan on parle. Le CEL est membre ici, au Nord, on va dire dans les pays du Nord, de plusieurs plateformes, de plusieurs rassemblements d'organisations, chrétiennes ou pas d'ailleurs.
Donc on est associé à d'autres. Donc déjà à la base, ça voilà, se déjà fait. à la base. Après sur le terrain, effectivement, nous on travaille avec plein d'associations. Donc de toute façon, on est associé. Dans le cadre du parrainage, on travaille aussi avec une organisation qui est présente dans pas mal de pays, 26 pays, je crois, qui s'appelle Compassion. Donc on est dans des réseaux. Bien sûr, il n'est pas question de travailler tout seul. Et chaque fois qu'on peut travailler avec des autres, je pense au domaine de la réaction face à des situations d'urgence. Là, on travaille avec les autres. Bien sûr, on n'est pas présent dans tous les pays. Là, on travaille avec en collaboration avec des partenaires en Irak. Nous, on n'a pas de partenaire direct en Irak, mais voilà, on a des collaborations. Oui, bien sûr, chacun n'est pas dans son coin. Et puis, je suppose que sur le terrain, vos partenaires, souvent, sont aussi en lien avec d'autres. Vous savez, je crois qu'on peut dire que le problème de la pauvreté est beaucoup trop vaste pour qu'on puisse travailler seul et que l'efficacité, elle réside aussi souvent dans les échanges, dans la mutualisation, dans les partages d'expériences que l'on peut avoir. Oui, bien sûr. Alors, des questions encore intéressantes qui arrivent. Continuez, il reste encore quelques minutes. Avec les chiffres que je donnais tout à l'heure, on a pu voir que la faim baissait malgré tout, tout en restant énorme, bien sûr, avec des chiffres vraiment impressionnants. Sur la mobilisation contre la faim, est-ce qu'il y a une augmentation, une diminution? Est-ce qu'on est dans une période où les gens se mobilisent davantage ou pas? Au niveau du sel, comment vous voyez les choses, vous? C'est un petit peu difficile de répondre, de mesurer. Alors bien évidemment, là, sur les 4 derniers mois, je crois qu'on peut vraiment dire que notre public chrétien en France s'est mobilisé. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a tout un mouvement aussi en ce moment en France avec des initiatives comme le clap de la faim. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment. Est-ce que c'est plus qu'avant? Je ne saurais pas vraiment le mesurer, pour être honnête. Vous ne sentez pas une tendance générale? Je pense que c'est peut-être un problème sur lequel on se sent peut-être un peu mieux armé, on se sent peut-être... on commence peut-être à comprendre que la faim n'est pas une fatalité absolue contre laquelle on ne peut rien faire. Voilà, il me semble après... Je pense qu'il y a eu une mobilisation aussi, ou une prise de conscience qui a lieu de plus en plus aussi, c'est comment le fait que ce que je mange ici, moi, va avoir une conséquence sur une personne pauvre dans un pays du Sud. Je pense que ça commence à venir un petit peu, ça grandit, cette prise de conscience grandit. Et je crois qu'elle est importante parce que ce que je fais ici, la façon dont je m'habille, la façon dont je mange, la façon dont je consomme, ça a des conséquences au Sud. Et c'est peut-être des petites choses que je peux changer au quotidien qui vont avoir finalement, si on est tous à le faire, des répercussions. Marcel, y a-t-il assez de nourriture dans le monde pour nourrir tout le monde? Je parle à un spécialiste là. Je crois qu'actuellement il y a largement ce qu'il faut. Maintenant c'est une question de répartition. Et puis c'est une question de saison. Il y a des moments où ça ne pousse pas dans un coin et alors on a besoin d'importer de l'autre côté du monde. Et donc voilà, heureusement il y a des transports maintenant qui coûtent pas cher. Maintenant quand on met des containers sur un bateau qui fait 350 mètres de long, ça coûte évidemment pas cher. Et donc on a cette chance-là de pouvoir dépanner rapidement. On a des stocks de céréales en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde maintenant pour venir en aide. Et il y a de quoi. Bon, maintenant, il y a la concurrence avec les énergies nouvelles, renouvelables, etc. Vous savez qu'on met du maïs maintenant dans les réservoirs d'essence et du colza dans les réservoirs de gasoil. Donc, voilà, il y a une concurrence qu'il faudra gérer dans l'avenir. Et voilà. Bon, pour le moment, il y a ce qu'il faut. Alors on parlait tout à l'heure de corruption. J'imagine qu'un certain nombre de ces aides qui viennent sont parfois détournées, tout ça. Votre particularité au niveau du sel est d'intervenir directement avec des partenaires locaux. Ça change peut-être les choses, en tout cas dans la façon de s'engager avec nos partenaires travaillent peu, mais quelquefois avec les États, ou avec des structures d'État, ou s'appuie dessus. Mais, par exemple, il y a des conseillers agronomes qui sont détachés ou qui travaillent avec nos partenaires. Ça, c'est de plus en plus fréquent. Des conseillers en alimentation animale, etc. Donc ça, c'est vraiment... On sent qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en Afrique. Et il y a de la compétence. Il y a de plus en plus de médecins, il y a de plus en plus d'agronomes, et qui sont détachés dans les campagnes. On sent quand même que, voilà, ça bouge. Il y a une évolution.
évolution. Il y a une évolution Ouais. qui est, à mon sens, C'est favorable. encourageant. Même si il y a des grands problèmes qui demeurent et qui s'amplifient, comme la déforestation. Je reviens toujours là-dessus parce que pour moi, c'est absolument dramatique ce qui se joue actuellement en Afrique, mais en Indonésie et au Brésil et dans d'autres pays aussi. Donc il faut rester vigilant là-dessus. Pour le moment, les États ne réagissent pas encore suffisamment par rapport à ça. Il faut savoir qu'on défriche actuellement un terrain de football à la minute dans le monde. Hein. Je reviens de RDC, c'est 400 000 hectares par an, c'est-à-dire les 3/4 d'un département français qui est déforesté chaque année. Ça va à une allure folle. Ça va à une allure folle. Donc par rapport à ça, les États ne réagissent pas encore. Ceci dit, il y a quand même des choses qui évoluent dans le bon sens. Ouais. Donc vous êtes encouragé quand même, hein. Ah, oui. Oui, très fiers de travailler avec nos partenaires et fiers des résultats. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit mot de ce projet au Tchad, parce qu'il a été au cœur de toute cette campagne, mais tout le monde n'est peut-être pas bien au courant de quel était ce projet. Je pense que ça peut être intéressant là aussi de le rappeler. Alors voilà, ça se passe à Kélo, donc c'est une ville plus ou moins au sud ouest du Tchad, que je ne me trompe pas entre l'Est et l'Ouest. Donc là, on a au départ une association de femmes qui ont commencé... Encore, mais bon, je crois qu'il y a des hommes maintenant, je ne sais plus. Mais en tout cas, comme quoi tout est possible. Elles ont commencé à s'occuper d'enfants en situation de grande vulnérabilité, soit parce qu'un de leurs parents était mort, soit parce qu'il y avait une maladie dans la famille, en fait des situations de pauvreté assez fortes. Et elles ont commencé comme ça de temps en temps à rassembler ces enfants pour leur donner un repas une fois par mois. Et puis, elle me disait, la responsable, la Élise, mais tu te rends compte un repas une fois par mois pour ces enfants, mais tu vois bien que c'est pas assez. Et bon, on a échangé avec elle, et puis finalement, elle a dit, bon, allez, on va faire une cantine pour ces enfants. Si le CEL est d'accord de nous accompagner, on va faire une cantine. Et il y a à peu près 2 ans, on a commencé, tout tranquillement, à faire une petite cantine, à bien se connaître. Elles ont mis les choses en place, elles ont démarré doucement. Et maintenant, c'est quelque chose qui marche bien, mais maintenant, on a besoin de personnes pour soutenir régulièrement cette cantine. Parce que c'est tous les jours qu'il faut faire un repas pour 75 enfants. Il faut initier au départ, mais après, il faut que ça dure. Nous, au début, on a commencé. Maintenant, on a besoin de personnes qui s'engagent tous les mois pour que cette cantine, elle puisse ouvrir tous les jours. Alors cet engagement, il est de combien concrètement ? Il est de 16 € par mois. 16 € par mois. Voilà. Bon, on aimerait bien que les personnes s'engagent au moins pour une année. Parce que sinon, si une personne arrête, nous, il faut qu'on cherche une autre personne derrière. Hein. Voilà, donc un repas est servi aux enfants tous les jours. Oui, il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi en matière de développement, c'est l'argent. Il faut de l'argent. Et alors, voilà. Et dans une région pauvre, s'il n'y a pas le petit quelque chose qui fait que ça peut démarrer, et donc le petit supplément, et c'est là que les caisses de solidarité sont quand même excessivement intéressantes, les collectes d'argent, et on peut prêter de l'argent par ces caisses-là, c'est excessivement efficace, et le CEL soutient des caisses comme celle-là qui sont vraiment très performantes au Togo, au Burkina, etc. Ça marche très très bien, ça. Alors, l'avant-dernière question qui m'arrive, et puis j'en ai une dernière, je l'ai gardée pour la fin en fait. Alors là, celle-là est un petit peu grain de sel. Ou grain de piment, comme vous voulez. Pourquoi le CEL a-t-il fait le choix de privilégier une campagne de lutte contre la faim plutôt que de lutter contre la corruption, la prostitution, l'esclavagisme moderne, etc. Pourquoi la faim ? Alors, j'ai peut-être une partie de la réponse, mais Véronique pourra compléter. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on a fait ce choix de mener une campagne contre la faim parce que nous avions des partenaires prêts sur le terrain qui avaient des projets dont l'expertise avait été faite et qui étaient viables, qui correspondaient vraiment à un besoin clairement identifié. Et voilà, nous avions ces projets et nous voulions vraiment trouver le financement pour ces projets. Après, je dirais que sur une campagne pour lutter contre la corruption, d'autres le font et on ne pourrait que citer le défi Miché qui, au jour d'aujourd'hui, propose aussi aux églises en France pour ce week-end, d'ailleurs, une action de mobilisation. Vous êtes d'ailleurs partenaire d'une certaine façon ? Absolument, complètement, oui, tout à fait. Voilà, donc je pense que nous ne pouvons pas tous traiter toutes les causes et toutes les situations à la fois, mais oui, c'est une problématique qui est présente au sein de nos équipes et notamment dans cette proximité avec le défi Miché. Oui, surtout que là, on est en pleine période d'action du défi Miché. Là, c'est vraiment les 3 jours du défi Miché. Là, à partir de demain. Cette semaine, et puis ça va continuer là ce week-end, avec un culte spécial qui est proposé dans les églises, une pétition à signer contre la corruption. Enfin, il se passe beaucoup de choses et nous, on est tout à fait
partenaires dans cette opération de lutte contre la corruption. Et c'est très, très important, bien sûr. Ouais. Puis des fois, ça se rejoint justement, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, on peut pas traiter l'un sans l'autre d'une certaine façon, mais chacun, quelque part, a un peu son orientation spécifique. Et puis alors, ma dernière question, très simple. Comment est-ce que je peux aider concrètement à améliorer la situation? Moi qui me trouve derrière mon écran, là, qu'est-ce que je peux faire? Ben voilà, je peux, soit je peux soutenir tout bêtement ce projet de oui, Kélo. C'est déjà... Voilà, ça on en a déjà parlé. Cliquer sur le bouton. Cliquer sur le bouton, pousser sur le bouton. Soit je peux aussi réfléchir quand je mange, quand j'achète des produits. Je peux avoir une démarche responsable. Mais je peux aussi prier. Je pense que ça c'est très important. Prier pour toutes ces personnes dans les pays du Sud qui sont engagées dans des actions concrètes. Prier pour les paysans dans les pays du Sud. Prier pour nos partenaires qui sont engagés dans des formations des paysans, qui travaillent tous les jours avec les paysans pour mettre en place ces techniques de diguette, de zaille, de fosses fumières, d'irrigation. Enfin bon, on pourra en parler des heures, mais c'est pas facile tous les jours. Ils ont aussi des difficultés. Et je pense qu'ils ont besoin qu'on prie pour eux parce que leur travail est difficile. Ils le font avec joie, mais voilà. Si ce soir vous pouvez prendre un moment pour prier pour tous ces gens qui travaillent, qui sont sur le terrain, ça sera une super aide. Alors, si vous me le permettez, j'ai envie de relire les 2 versets qui ont été lus au début en prolongement de ce que vous évoquiez par rapport à la prière, puisque c'est ce texte d'Ésaïe chapitre 58 qui porte en grande partie cette campagne avec le nom même « Partage ton pain ». Et donc les versets 7 et les versets 10, partage ton pain avec celui qui a faim, loge les pauvres qui n'ont pas de maison, habille ceux qui n'ont pas de vêtements, ne te détourne pas de celui qui est ton frère. Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme un plein midi. Moi, quelque chose qui m'interpelle vraiment avec ce texte, c'est qu'il y a cette interpellation, mais qu'il y a une répercussion même personnelle. Est-ce que vous le vivez, ça, vous qui êtes complètement dans cette dimension de travailler à cela? Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de répercussions, en quelque sorte, dans vos propres vies? Ben, moi, je dirais, c'est dur comme question. C'est dur comme question. C'est difficile comme question. Moi, je sais que quand j'ai le privilège de visiter, on visite régulièrement nos projets pour les évaluer, pour faire un suivi. On est très souvent béni par ces rencontres. Béni par l'échange, par la communion fraternelle, par les rencontres avec les bénéficiaires, par les qualités des relations, la qualité du travail qui est fait. Et puis, on se dit oui, on a un grand Dieu et on a des frères et sœurs qui sont engagés. Et on est aussi interpellés des fois dans notre vie personnelle où on est des fois râlé pour tout et rien et tout. Puis on se dit bon, ben flûte quoi. Tout ce qu'ils font là-bas, et à la fois on est encouragé, à la fois on est interpellé. Donc oui, on est riche. On est riche de travailler avec eux au quotidien. Je pense que c'est... Oui, pour moi, c'est un privilège de travailler au CEL. Alors, je pose cette question, mais j'aurais presque envie d'y répondre moi aussi, parce qu'en tant que porte-parole pour les questions de parrainage, j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Inde avec le CEL, et c'est vrai que les rencontres qui sont faites là-bas, et il y avait aussi des projets autour de la nourriture. Je me souviens dans un bidonville là, à Chennai, c'est tellement bouleversant qu'on revient aussi transformer soi-même. Je pense qu'on ne peut pas rester indemne de choses comme cela. Donc vous aussi, c'est possible, et on va arriver à la fin de ces 60 minutes, on les a un tout petit peu dépassées. Vous remerciez encore, vous tous là, ici au CEL, vous tous qui êtes derrière vos écrans pour ce temps partagé avec nous. Le mot partage, c'était le mot le plus fort qui soit là pendant toute cette heure. Vous encouragez donc à continuer, vous dire qu'on compte réellement sur vous. Alors nous, on compte sur vous, mais c'est tous ces gens aussi partout qui ont besoin, qui comptent sur vous. Vous encouragez à vous mobiliser. Il n'est pas trop tard. C'était la fin de la campagne aujourd'hui officiellement, mais elle continue tous les jours avec tous les projets qui sont entrepris. Et vous pouvez continuer bien sûr à soutenir tous ces projets directement en vous engageant vous-même. Merci à tous et puis une très très bonne soirée. Merci beaucoup aussi à Jean-Luc et à toute l'équipe technique que vous ne voyez pas derrière les écrans, l'équipe de Creative Media. Voilà, vous avez été une aide précieuse. Merci. Merci à vous tous. Merci. Au revoir.